Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter la voiture qu'on a dans les mains aujourd'hui? Parce qu'à part si vous débarquez d'une autre planète ou que vous sortez tout juste de votre cave, vous aurez reconnu la fameuse Renault 5 100% électrique. Bienvenue sur En Roue Libre. Moi c'est Martin et dans cette vidéo on va répondre enfin à une question clé. Est-ce que Renault s'est planté ou non avec sa R5 100% électrique? Oui, c'est vrai, cette R5 électrique, c'est la voiture dont tout le monde parle en 2024, y compris moi. Je vous avais même fait 2 vidéos, une présentation statique de la bête et une vidéo où je répondais à vos commentaires. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va placer en particulier notre chère R5 dans le dur, c'est-à-dire dans le cadre d'une utilisation quotidienne, dans la vraie vie quoi. Et pour ça, on va faire 2 choses. Un premier trajet urbain à périurbain pour lequel normalement cette R5 est totalement taillée. Mais aussi un trajet un peu plus long qui sera forcément davantage autoroutier et qui à première vue comme ça, pouf pouf, me fait un peu plus peur. Mais on en reparlera quand ce sera le moment. Au passage, on est en présence de la R5, certainement la mieux achalandée de tout le catalogue puisque c'est le modèle iconique avec la grosse batterie de 52 kWh, le gros moteur de 150 chevaux et la grosse capacité de charge de 100 kW. Et en plus avec la grosse couleur jaune qui va bien. Nous voilà partis pour une toute première mise en situation très concrète, un trajet urbain périurbain. On est dans les environs de Nanterre, dans le sud de la région parisienne, et on va se rendre dans les Vaux-de-Cernay. Ça, c'est dans les Yvelines. C'est environ, on va dire, un aller-retour d'une petite centaine de kilomètres, soit un trajet que tu vas pouvoir faire quasiment quotidiennement avec ce genre de voiture-là. On part très exactement avec 96% de batterie, tu vois sous mon doigt, c'est marqué juste ici, et la température extérieure est très exactement de 13 degrés. Donc oui, c'est sûr, c'est pas les conditions idéales pour un essai de voiture électrique, mais c'est quoi, moi dans la vie de tous les jours, je roule avec une voiture tout le temps, y compris quand il fait moins de 15 degrés. Ah oui, et ultime info avant de partir, je pars en mode non pas, regarde, tu vois, tu peux avoir plein de modes, t'as confort, t'as éco, t'as sport, t'as perso, et ben moi je vais me mettre en mode confort, puisque oui, c'est le mode normalement le plus, on va dire, le plus équilibré de cette voiture-là. On essaiera les autres, hein, évidemment. On sera peut-être même le retour de ce trajet-là en mode éco pour voir si les consommations sont différentes. Et en parlant de consommation, on va remettre les compteurs à 0. Et au passage, pour finir, on va se faire ce trajet-là en mode balèque, c'est-à-dire sans aucun planificateur. Bah oui, dans la vie de tous les jours, en dessous de 100 km, ça devrait aller, hein, sans planificateur normalement, non? La première chose que tu vas remarquer au volant de cette toute nouvelle R5 100% électrique, c'est la position de conduite. Je t'avoue que je m'attendais, ou du moins je me souvenais pas, quand je l'avais essayé, ou du moins quand je m'étais assis dedans en statique, que le siège était aussi surélevé. Alors, t'es pas dans une position de camionnette type SUV, non, mais t'es pas non plus dans une R5 turbo, quoi. T'es pas au ras du bitume. Et ça, cette position de conduite, au premier abord, t'as une tendance à vouloir baisser le siège. Bon, c'est pas du tout dérangeant, hein, loin de là, mais il faut le savoir. Tu seras pas aussi bas que peut-être le design te le fait miroiter. Côté visibilité aussi, c'est pas décevant, mais c'est un peu surprenant, surtout quand on prend le volant de cette R5, comme c'est mon cas, pour la première fois, du moins en roulant. T'as une petite voiture qui est quand même assez... avec l'ambiance assez sombre. On n'a pas de toit ouvrant. Je crois pas qu'il y ait d'option de toit ouvrant sur cette voiture-là. C'est bien dommage d'ailleurs. T'as quand même un environnement qui est assez ramassé, assez dark. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans cette voiture. Et les surfaces vitrées ne sont pas petites, loin de là, mais elles sont pas non plus gigantesques. On voit bien là où on place la voiture, c'est pas un souci. On voit bien surtout dans les 2 rétros latéraux qui sont relativement larges. Le rétro intérieur, ce que j'appelle le rétro droit, désolé, moi je l'appelle comme ça. Il est pas tout petit, mais il est pas tout grand non plus, d'autant que les 2 appuis-têtes, ou du moins les 3 appuis-têtes derrière sont assez imposants. Il faut pas hésiter à bien les baisser si tu es tout seul dans la voiture, parce que sinon, bah, c'est pas que tu vois pas bien, mais tu vois pas complètement ce qui se passe derrière. Et du coup, c'est peut-être pour ça que la position de conduite n'est pas aussi basse que je l'aurais espéré, ou du moins que je l'aurais attendu dans cette voiture-là, parce qu'en fait, vu la planche de bord, vu l'imposante planche de bord, j'ai envie de dire, qui est quand même assez haute par rapport à toi, ben c'est pas plus mal quelque part d'être un tout petit peu au-dessus de la mêlée pour quand même avoir une vision globale de la route. Le premier défaut, bon celui-là je m'y attendais un peu plus de cette Renault 5 électrique en ville, c'est l'absence de One Pedal. Bah oui, c'est quand même hallucinant qu'en 2024, surtout avec une voiture qui est autant attendue et que Renault présente quand même comme l'étendard quasiment de sa Renaulution, donc c'est sa transition vers le tout électrique, bah qu'on n'ait pas accès à cette fonction qui est quand même hyper pratique et très appréciable, surtout en ville, du One Pedal qui te permet, en relâchant simplement l'accélérateur, de voir ta voiture freiner plus ou moins fort. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que Renault propose cette fonction-là sur ses autres modèles électriques, comme par exemple le Scénic, si je ne dis pas de bêtises, avec en plus la possibilité de gérer justement la force de régénération de ce frein moteur électrique via plutôt des petites palettes au volant.
Bon, ce qui est rassurant, c'est que cette fonctionnalité-là, le One Pedal va débarquer un petit peu plus tard, en 2025, pour la Renault électrique. Bon, enfin les gars, quand même, ça aurait été cool de nous lancer directement l'étendard absolu de votre technologie électrique directement sur les modèles qu'on essaye maintenant, pas sur les modèles de l'année prochaine. Hein, on est quand même en 2024, et en 2024, le One Pedal, c'est quand même assez répandu, non? Tiens, regarde, je voulais quand même te montrer la différence entre le mode drive normal. Quand on lâche la pédale, tu vois, il y a un toute petite régène, tu vois, on est passé de 36 à 34, 33, bon, c'est pas la folie, quoi. Par contre, si je me mets en mode B, est-ce que ça change quelque chose? Bon, évidemment, tu sens que la voiture, déjà, elle est en prise. Donc là, on est à 40 à l'heure, il n'y a pas grand monde derrière, 44, 45, je lâche la pédale d'accélérateur et ouais, on a quand même un frein régénératif un peu plus grand. Est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt? Pas tant. Et en plus, j'ai quelqu'un derrière, donc c'est un peu compliqué de m'arrêter totalement. Mais voilà, on a quand même un frein régénératif qui est un peu plus important. Mais le vrai souci, c'est qu'encore une fois, moi, j'ai pas envie d'avoir le mode B enclenché, j'ai envie d'avoir le mode normal. Bon, même si regarde là, voilà, tac, on se met le mode B enclenché, est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt total? 17, 15, 14, 13. Bah non, on va pas jusqu'à l'arrêt total, ou alors il faut vraiment avoir son temps. Bah non, on va pas jusqu'à l'arrêt total. Il faut quand même appuyer sur le frein. Donc ça, c'est dommage parce que c'est quand même hyper appréciable et hyper agréable d'avoir un One Pedal, surtout en ville. Évidemment, qui dit voiture citadine, dit voiture qui normalement doit virevolter dans des circonvolutions comme celle qui nous accueille en ce moment, hein, des petites routes un petit peu étroites où il faut laisser passer tout le monde et où il faut pouvoir à la fois manœuvrer facilement et donc évidemment se garer facilement. Est-ce que cette R5 est une vraie citadine à ce niveau-là? Eh bien, regardons-le dès à présent. Il y a un premier truc qui n'est pas inintéressant, c'est l'amortissement global de la voiture. Ça, c'est pas lié à la maniabilité, mais c'est plutôt lié à un certain confort d'utilisation au quotidien. Tu vois, on se prend des gros dodanes et il n'y a pas de souci, l'amortissement n'est pas trop dur. Le petit demi-tour qui va bien sur un rond-point assez étroit, regarde ça. Je tourne quasiment sur place. Ça, c'est quand même plutôt appréciable. Je crois que le rayon de braquage est largement en dessous de 10,50 m. Il faudra que je te mette exactement le chiffre juste en dessous pour que je sois certain. Mais oui, clairement, la voiture virevolte vraiment très facilement. Tiens, une petite place de parking, là. On va essayer de se garer tranquillement entre les deux. Bon, elle n'est pas non plus géante, elle n'est pas non plus toute petite, pas trop compliqué, une petite marche arrière tranquille, ça c'est chouette. Caméra de recul qui va bien, hop, hop, on a à peine besoin de regarder dans les rétros. La caméra de recul est plutôt pas mal définie. Et si on n'est pas trop nul, on arrive à se garer du premier coup, sans trop de problèmes. Donc à ce niveau-là, bah oui, la R5, c'est pas une surprise, c'est une super citadine. Nous voilà à présent sur une portion, on va dire, un peu plus rapide. Là, tu vois, les panneaux tranquillement passent de 90 jusqu'à même 110. Donc on va tranquillement accélérer aux vitesses légales pour connaître le comportement et l'agrément de conduite de cette R5 dans des conditions, bah, justement, pour le coup, péri-urbaine. Nous voilà donc à 110 km/h. Et alors, deux choses à remarquer. Un, les bruits d'air se font un peu plus ressentir, un peu plus logiquement, sur les rétros qui sont quand même, encore une fois, pas tout petits. Et deux, il y a quelque chose que je trouve très agréable, c'est que la voiture reste bien posée sur le sol. On a vraiment des retours de volant qui sont propres, la direction est pas trop dure, on peut la durcir un petit peu suivant les modes de conduite qu'on utilise. Là, encore une fois, on est dans le mode le plus équilibré, le mode confort. Voilà, on est quand même dans un truc qui est équilibré, qui est sain. On sent la voiture bien posée sur ses appuis, c'est plutôt très agréable. Qu'est-ce que ça donne? Les reprises en mode confort, là on est à 90, hop, on va mettre le pied dedans, et hop, on est à 110. Bon, c'est pas un foudre de guerre cette R5, elle n'a pas l'espèce de folie douce que peuvent avoir certaines électriques, peut-être beaucoup plus puissantes évidemment, mais globalement t'as moins cette impression de quelque chose qui tout de suite qui est très nerveux, qui est très agacé quoi. Là on a du jus, mais c'est pas délirant quoi. Et ça c'est pas inintéressant, surtout pour toi qui a peut-être pas l'habitude encore de la voiture électrique au sens large du terme. Donc quelque part, cette R5 là, elle peut être une bonne entrée en matière. Bah oui, justement, pour sa première voiture électrique. Alors, je sais pas si tu l'entends, mais je pense que oui. Tu vois, le petit bruit du clignotant. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas s'il est énervant, sympa, ridicule. Bon, je sais, c'est un détail, mais on a vite envie de l'enlever quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tiens, un petit virage un petit peu appuyé aux alentours de 50 à l'heure. Franchement, la voiture est très très stable quoi. C'est
Le volant est un peu, pas mollasson, faut pas déconner, mais bon, il y a une petite facilité de le tourner, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de trop lourd. Mais on a quand même une bonne présence du volant, une bonne présence des roues. On sait où on met cette voiture. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que hop, on virevolte relativement facilement. Donc ça, d'un point de vue encore maniabilité, d'un point de vue usage de tous les jours, surtout en ville, pour une petite voiture comme ça qu'on vise virevoltante, c'est vraiment chouette. À l'inverse d'un souvenir d'une Mini SE 100% électrique, mais d'il y a quelques générations déjà, 2 générations, pas la toute dernière, celle d'avant, cette R5 E-Tech là, elle a des réactions qui ne sont pas trop vives. Elle a un comportement qui n'est pas, tu sais, à la limite du gerbouillant. Parce que le souvenir que j'avais de la Mini SE, c'était quelque chose de très volubile, de très... Et t'avais beau être très tranquille au volant, bah tu donnais la gerbe à tes passagers. Cette R5 là, elle a toujours une petite dose d'onctuosité un peu partout. Tu vois, tu peux vraiment doser tes accélérations de sorte que ce soit un peu violent, soit très progressif, tranquille quoi. Et c'est idem quand tu lâches la pédale d'accélérateur, t'as pas un frein régénératif trop fort et donc t'as pas des réactions de ces qui te surprennent toi-même en tant que conducteur. Cette voiture-là, c'est pas du tout le cas. Du coup, la première impression que tu vas avoir avec cette R5 sur les premiers kilomètres que tu vas pouvoir parcourir avec elle, en particulier en ville ou dans des conditions périurbaines, c'est le fait que tu vas te sentir à l'aise avec, dans le sens où c'est une voiture qui est très homogène, très facile à manier, elle est simple d'utilisation et en même temps, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop puissante, elle est à taille humaine, elle est homogène. Et c'est ça, je pense, qui la rend, en particulier en ville, très attachante, très agréable. C'est qu'on l'amène au clin d'œil près, au doigt et à l'œil près, là où on veut, parce qu'elle est précise, elle est confortable, elle est agréable, elle est silencieuse. À ce niveau-là, c'est une vraie citadine. Tiens, c'est pas parce qu'on est sur un trajet périurbain, j'aime beaucoup ce mot-là en ce moment, qu'on va pas se mettre en mode sport maintenant. Je sais, on avait dit qu'on se mettait que en mode éco, enfin que en mode confort, mais là on a quand même quelques petits virages sympathiques qui s'annoncent et on va quand même essayer de voir ce que cette petite R5 a dans le ventre niveau châssis. L'idée c'est pas d'aller vite, l'idée c'est de voir si quand on la met un tout petit peu en contrainte, bah, elle répond bien. Alors hop, premier virage à 70 à l'heure, c'est limité à 70, ça tombe bien. Bah c'est pas mal déjà. Hein. Encore une fois, on a un frein qui est bien présent, on a une inertie quand même importante parce que voilà, du fait que ces suspensions soient pas totalement aussi raides que je les aurais aimées pour ce genre de pratique, mais pour ce qu'elle le fait, c'est largement très bien. Là, hop, tu vois, les transferts de masse, on les sent bien. Et mine de rien, elle se place pas si mal, cette petite R5. Elle se fait un petit peu déborder. Tu sens que son train avant, si tu lui demandes un peu trop tôt, hop, il a une petite tendance à partir un peu dans tous les sens, en tout cas à l'extérieur de la courbe, à crisser un petit peu trop vite, tu vois. Il ne faut pas lui en demander trop vite quand on a les roues braquées, ça c'est une certitude, un peu comme dans n'importe quelle bagnole j'ai envie de dire, mais particulièrement celle-là. Mais bon, elle se fait... Elle n'est pas scandaleuse du tout, hein. Elle se tient bien dans les mains. Encore une fois, si tu hausses un tout petit peu trop le ton en courbe, tu sens que le train avant, il devient de plus en plus flou. C'est pas dangereux, loin de là, mais bon, faut pas trop lui en demander. Tiens, on n'a pas regardé ce que donnait la R5 sur des dodanes un peu velus, comme celui qui s'annonce juste devant. Et on va le prendre, allez, on est à combien? À 40 à l'heure. Je suis un grand malade. 39 à l'heure. La vache, mais attends, mais celui-là pourtant il est sec normalement. Et là, la voiture l'a gobé sans aucun problème. Bon, on en a un autre, on va le prendre un peu moins vite puisqu'il y a une priorité à droite quand même et que c'est limité à 30. On va le prendre aux alentours de 30 justement. Voilà. Et encore une fois, mais c'est dingue, on a cette sensation de quelque chose d'assez ferme, d'assez contenu. On sent que la voiture, tac, tac, elle se place bien sur ses appuis. Ce petit ding-ding, c'est pour me dire qu'il y a un radar un peu plus loin. J'ai enfin compris ce que c'était. Donc on a une voiture qui se place bien, qui avale bien le premier bout du dodane, qui l'avale sur l'arrière aussi. Bon, alors le fait que la voiture soit pas très longue, ça joue aussi dans ce côté tac-tac très virevoltant aussi hein, d'un point de vue suspension. Mais c'est quand même assez redoutable parce qu'on a quelque chose qui est à la fois confortable, à la fois précis parce que on n'a pas la voiture qui pompe dans tous les sens une fois qu'on a pris dodane ou une fois qu'on en est descendu. Là encore, c'est assez surprenant quoi. Après les dodanes, voilà un autre test pas inintéressant pour les suspensions et le confort global de la R5 E-Tech. Regarde bien devant moi, j'ai une section de pavés, mais genre des pavés de chez Pavé. Regarde bien, ça va pas broncher. Je viens de te spoiler le truc. Pourtant ils sont velus, hein. Mais on les sent dans les mains, on sait qu'ils sont là, mais dans les fesses, dans le confort général de la voiture,
vraiment, tu as l'impression d'avoir une espèce de matelas entre toi et les pavés. Et ça, encore une fois, c'est comme avec les Dodan, c'est hyper appréciable dans la vie de tous les jours et en particulier dans des conditions urbaines où il y a, oui, c'est vrai, parfois, des pavés dans tous les sens, des routes un peu dégueu. Bref, c'est pas de l'autoroute, c'est pas un billard. Donc là encore, la R5 e-Tech, 100% électrique, nous met plein de points dans notre face, ou plutôt dans ta face. Voilà, on vient d'arriver dans les environs de l'abbaye des Vaux de Cernay, dans le 78 pour être tout à fait exact. Et on a fait, allez, en gros, une petite cinquantaine de kilomètres. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir la consommation. Et la consommation, attention, elle va être par ici, 3, 2, 1, de 11,6 kW au 100 km. Et ça nous a fait consommer, on est parti avec 96% de batterie, souviens-toi. Et on en a maintenant 80, tout rond. Donc on a juste déchargé 16% de batterie pour 50 km. Tu fais ton calcul, ça nous donne une consommation à peu près de 11,6 kWh au 100, ce qui est pas mal du tout en vrai. Juste avant de repartir, pour toi qui sors de ta cave ou qui sort d'une autre planète, on va quand même se refaire un petit tour très rapide du propriétaire parce que le long tour vraiment détaillé, je te l'avais fait dans cette vidéo. Si tu veux aller un peu plus en profondeur dans les entrailles et tous les petits détails de cette R5, je te conseille d'aller la regarder. Sinon, on va quand même se refaire un petit tour, hein, faut pas déconner. Côté dimension, la R5 est une voiture plutôt compacte puisqu'elle ne fait que 3,92 m de long, 1,77 m de large pour 1,60 m de haut. Un autre truc qui est particulièrement chouette sur cette R5, c'est qu'elle ne fait que 1450 kg. Et pourtant, on a une grosse batterie de 52 kWh. D'ailleurs, tu as accès à deux types de batteries, une de 40 kWh et donc une de 52 kWh. Côté puissance de recharge, ces batteries acceptent du courant alternatif jusqu'à 11 kW. Non, il n'y a pas d'option à 22 kW, ça c'est bien dommage. Et en courant continu, notre plus grosse batterie accepte jusqu'à 100 kW en crête. Côté moteur, pour une fois, je peux te le montrer. Ça, c'est plutôt cool. C'est le même moteur pour toutes les puissances de la voiture, pour toutes les versions. C'est un moteur synchrone à rotor bobiné qui fera 95, 120 ou 150 chevaux, comme sur le modèle qu'on essaie aujourd'hui. Alors non, c'est clairement pas un foudre de guerre puisqu'il abat le 0 à 100 en seulement 8 secondes. C'est pas énorme, mais c'est largement suffisant. Et sa vitesse max est plafonnée à 150 km/h. Il paraît même que ça monte jusqu'à 155. Je sais pas comment je le sais, mais je le sais. Juste avant de passer à l'intérieur, petit détour quand même par la trappe de recharge qui est une trappe manuelle, ça c'est cool. Et qui s'ouvre à l'avant gauche, donc c'est à la fois pratique et pas très pratique puisque quand on est en France par exemple, quand on se gare, la chaussée est de ce côté-là et donc si ta borne elle est de l'autre côté, il faut que tu tires le câble, que tu fasses gaffe à pas te faire renverser. Bon, ça c'est bon, le placement à gauche de la trappe de recharge, je suis pas hyper convaincu, mais bon, ça fonctionne très bien. Le combo CCS comme ça, tu connais pour les charges rapides. Tu arrêtes la charge par ici, tu déverrouilles ton câble par là, donc rien de bien nouveau à ce niveau-là. Ok, place maintenant à l'intérieur de notre chère R5. Évidemment, à l'intérieur de la R5 de nouvelle génération, les clins d'œil à la R5 d'ancienne génération sont très nombreux. D'abord, il y a évidemment ce petit matelassage qui était vraiment déjà présent dans la R5 des années 70. Tu vois, c'est même mouté, c'est assez joli parce qu'il y a une petite surpiqûre qui marche très bien. Et puis avec cette petite bande lumineuse là, alors ça, ce petit Renault là, il est personnalisable, c'est-à-dire que quand tu changes de mode, tu vas voir, tiens regarde, je vais te mettre en mode, on est quoi là? On est en mode confort, je vais me mettre en mode éco, crac, tu vois, hop, il change de couleur. Si je me mets en mode sport, crac, il va changer de couleur aussi. Et si tu te mets en confort, il revient sur le jaune quasiment, j'ai envie de dire, originel de Renault. Tu as des petites contreportes de couleurs qui vont bien. Là, on est sur une version, tu vois, très jaune avec les baquets. D'ailleurs, les petits baquets, parlons-en, puisque mine de rien, ils font écho aussi au fameux baquet de la R5 Turbo des années 80, tu vois, avec cette petite forme en H, là, tu vois, qui est redessinée par ici. Ça marche hyper bien aussi. Au-delà de tous ces petits clins d'œil et de ce côté très carré, très rectangulaire en fait, de tous les écrans, des bouches d'aération, ça aussi ça rappelle pas mal les designs d'antan des R5 d'ancienne génération. Bon, par contre au niveau équipement moderne, là on est servi avec deux dalles de 10 pouces de chaque côté. Ici cette dalle là elle est entièrement personnalisable, on l'a vu à travers les différents essais qu'on a fait. C'était pas vraiment ça que je voulais te montrer, c'était plutôt qu'est-ce que tu as en termes de rangement par exemple dans ta R5. Alors voilà, au niveau de la console centrale, tu as un petit accoudoir qui est plutôt assez profond, qui est plutôt logeable. Il n'y a pas de prise USB au fond, mais il est plutôt logeable, ça c'est chouette. Ce qui est dommage, c'est que tu vois, il ne puisse pas être réglable en hauteur, même si quand on met le coude dessus, ça va, on est plutôt à l'aise.
On a 2 bacs de rangement ici, on peut ranger une grande gourde par ici. C'est en plus modulable à l'envie, ça c'est plutôt chouette. Au milieu, tu as un chargeur à induction qui est vraiment chouette parce que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais là c'est un espèce de petit plastique moussé, enfin un plastique qui est antidérapant avec toujours un petit rappel de la R5 par ici. Tu as ton petit logo chargeur qui te dit que voilà, tu peux charger ton téléphone par ici, ça c'est plutôt chouette. Donc ça marche très très bien. 2 prises USB-C par ici. Le souci c'est que évidemment si tu as de l'USB normal, bah tu l'as dans l'os. Une prise 12 volts par ici qui va bien. Là, alors là au début je me disais qu'est-ce que je vais faire de ça, ce rangement là qui n'est pas, tu vois, qui a pas d'antidérapant. Tu peux pas mettre grand chose. Et ben en fait si. Tu peux mettre par exemple ton badge de télépéage. Juste à côté, frein de parking, auto hold qui est de toute façon enclenché, ça c'est hyper chouette. Tu as des pianos de touches physiques pour gérer toute ta climatisation. Ça aussi c'est hyper chouette, ça marchait déjà très bien par exemple sur le Scenic E-Tech si je ne dis pas de bêtises ou sur la Megane E-Tech c'était les mêmes. Donc ça remarche très bien sur la R5. Boîte à gants, bon bah c'est une boîte à gants, il n'y a pas non plus à tortiller, il y a de quoi mettre dedans, c'est pas mal. Des petits vides-poches de chaque côté des portes, eux ils sont pas hyper logeables, mais mine de rien, ça va, tu arrives à mettre 2-3 trucs quand même là-dedans. Les commodos de lève-vitre, bah, c'est des commodos un peu Renault classiques, mais bon, avec tu vois, le petit côté un peu alu qui marche plutôt pas mal. La portière, tu vois, comment on dit, j'ai perdu mes mots. Bah, t'as compris quoi. Ça, c'est un peu teinté dans la masse, c'est un peu joli. Pareil, il y a des petits rappels un peu black qui mettent pas trop de traces de doigts dessus, ça c'est plutôt chouette. On retrouve ce petit côté un peu moussé par ici. Plastique dur un peu sur les contreportes, mais ça c'est pas trop grave. Le volant, bah lui il ne change pas trop par rapport au Mégane et par rapport au Scénic moderne en tout cas, électrique. Par ici tu gères tout ce qui est les modes de conduite. Ici c'est tout ce qui est interface numérique, là tu gères la commande vocale, téléphone, nanani nanana, tu changes tes musiques par ici. Ici c'est le fameux commodo, tu sais le fameux commodo que j'adore, ce fameux commodo de merde, mais que là pour le coup bah, il a été un tout petit peu remanié et il fonctionne globalement très bien. Essuie-glace par ici, levier de vitesse par là, avec petit machin que tu peux enlever pour le personnaliser à l'envie, tu vois le genre. Moi j'avoue qu'avec le logo Renault ça marche très bien. À gauche du volant, c'est tout ce qui est les commandes du régulateur de vitesse adaptatif, ça c'est par ici. Et là, 2 petits boutons, un pour régler les phares, et ça c'est le fameux bouton hyper pratique pour régler en 2 touches le fameux My Safety Perso. Tu sais, quand tu configures tes modes de conduite, ça veut dire que bah, typiquement tu peux enlever les bip bip. Et à vous, pouvoir enlever les bip bip insupportables d'alerte de survitesse quand tu es à 31 au lieu de 30, à 52 au lieu de 50. Tu n'es pas en excès de vitesse, mais tu es au-dessus, hein, ok. Ça fait ni, et que tu ne sois pas obligé d'aller plonger, d'aller faire de la spéléo dans les menus, et qu'en 2 petites pressions tic, hop, ce soit réglé. Ça, c'est très bien joué Renault. En parlant de Renault, j'aurais adoré te faire la démonstration de Renault, R-E-N-O, le fameux assistant d'intelligence artificielle qui est intégré dans la voiture avec la solution Android, Google Android. Mais étonnamment, dans mon modèle d'essai, ça marche pas. J'ai beau aller dans le menu, tu vois, c'est par ici, je fais... attends, c'est là, tac, il y a une petite appli dédiée à Renault, tu vois, Avatar Renault, et ben regarde, ça marche pas. Je fais activer et ça marche pas. C'est dommage parce que apparemment cet assistant Renault, quand tu lui fais « Hey Renault, ouvre les vitres à 30%, il arrive à ouvrir les vitres à hauteur de 30%. Bon, c'est plus un gadget qu'autre chose, parce que d'autant plus que tu as aussi l'assistant vocal de Google. Voilà, où tu fais « Salut Google, quelle météo fait-il aujourd'hui ?» Selon les prévisions, à Paris, aujourd'hui le ciel sera nuageux, avec une température maximale prévue à 9 degrés et une température minimale à 6 degrés. Voilà, tu vois, donc tu as quand même... Actuellement, il fait 8 degrés. Oui, ça va, ta gueule. Merci. Donc en gros, voilà, tu as quand même accès à 2 assistants vocaux qui sont relativement pratiques. Et celui de Google, il est très intéressant parce que elle comprend très vite ce qu'on lui demande, particulièrement des adresses un peu compliquées avec des noms un peu chelous, il faut un peu articuler. Globalement, ça marche bien et ça marche très vite. Par contre, là où les choses risquent un tout petit peu de se gâter, c'est quand tu vas à l'arrière de ta R5. Donc oui, elle a bien 5 portes, donc ça c'est très pratique, très accessible. Super pour transporter les copains. Par contre, si tu transportes des copains qui font comme moi 1m82, bah à l'arrière, ils vont avoir un peu de soucis. J'ai les genoux un peu dans les sièges, tu vois, c'est un peu compliqué. Alors les pieds, ça va, ils sont un petit peu engoncés, mais bon, on s'en sort. Mais les genoux, c'est pas terrible. Ouais, c'est le souci parce que tu vois, là, j'ai réglé le siège conducteur pour moi. Pourtant, j'ai pas trop l'habitude de conduire très loin des pédales. J'ai même plutôt tendance à être un petit peu plus près que la norme. Derrière, j'ai très peu de place. Bon, au niveau de la garde d'auto, ça va. Et encore, faut pas être beaucoup plus grand que moi parce que tu vois,
J'ai à peine tendance à faire ça que je touche déjà. Donc oui, tu vas pas transporter des grands gaillards pendant 800 km sans qu'ils te fassent Eh oh, avance ton siège, mec. Par contre, il y a un truc qui est plutôt cool avec cette R5 électrique, c'est que la 5e place est une, allez, quasi vraie 5e place, dans le sens où il n'y a pas d'accoudoir central, tu vois, qui se rabat. Donc la banquette, elle est plutôt molle. Et ça, c'est chouette. Par contre, encore une fois, hein, si tu es un grand gaillard comme moi, ça va être compliqué pour les genoux et aussi pour les fesses. Voilà le souci. T'as beau avoir un plancher plat, hein, ça c'est très très bien. Il n'y a pas de tunnel de servitude par ici, mais tu vois, si je suis au milieu, soit je mets mes genoux comme ça, et alors là, bon bah c'est pas terrible. Soit je mets mes genoux comme ça, et puis bon, bah là je suis dans mes deux copains passagers ou passagères. Bon, il faut être copain, mais bon, c'est un peu compliqué. Et deuxième truc qui peut être un peu compliqué, est-ce que je vais arriver à te le montrer tranquillement? Là, regarde, ça c'est mon fesse. Et ça, c'est les petits trucs qui te rentrent dans les fesses quand tu t'assois dessus. C'est pas très très agréable ça. Tu vois, ça fait un peu mal. Tant qu'on est là, regardons un peu un truc intéressant pour les papas et les mamans, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les copains qui soient trimballés dans cette R5. Les attaches Isofix sont hyper pratiques. Tac tac, deux petits caches, machin. Et alors un truc hyper chouette, et ça c'est relativement rare, il faut le noter dans cette voiture-là. Non pas que tu aies une boîte de GoPro, ça c'est pas ça, mais tu as des attaches Isofix sur le siège avant. Donc tu peux trimballer ton petit zouzou aussi sur ton siège avant. Et ça, c'est vachement bien. Pour finir sur l'arrière, tu n'as pas d'accès à la moindre prise USB ou même à la moindre bouche d'aération. C'est assez étonnant. Tu peux baisser ta vitre hein, quand même, c'est quand même pas mal. Tiens d'ailleurs, on va regarder jusqu'où elles se baissent les vitres. Alors, est-ce que les vitres se baissent jusqu'en bas? Eh ben non, tu vois, elles se baissent jusqu'à, on va dire, presque un petit tiers. Bon, c'est pas bien grave, mais comme tu le vois, elles sont quand même un peu surteintées. Ça c'est plutôt cool. Bon, je pense que tu l'as vu, tu as aussi deux petites aumônières derrière chaque siège. Et alors, le petit détail qui tue, ça tu l'auras peut-être pas remarqué, c'est que dans cette aumônière à gauche, il y a quoi? La petite étiquette qui va bien avec le rappel de la première R5 des années 70, de 72, la R5 Turbo des années 80, quelle belle année, la Super 5 de 84 et donc la R5 électrique de 2024. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil sympa. Ok, ça c'est pour l'intérieur et les places arrière. L'important évidemment d'une Renault 5, c'est aussi sa capacité de chargement. On a accès à 326 litres. Donc regarde, tiens, je t'ai même fait le test du sac de golf. Les golfeurs qui me regardent vont être ravis de savoir que leur sac rentre. Alors par contre, il va rentrer mais sans les bois, désolé. Hop, on va le mettre dehors pour te montrer quand même l'intérieur de ce fameux coffre, qui est donc relativement profond, mais assez rectangulaire, donc plutôt bien logeable. Ça, c'est très chouette. Et il y a une petite subtilité qui envoie du steak. Hop, petite sous-coffre, petite sous-trappe qui te permet de mettre un des deux câbles de recharge, parce que l'autre, là j'avoue, le type 2, il n'est pas rentré. Mais tu vois, tu as quand même encore accès à un petit peu plus de volume. Alors le seul truc qui est un peu dommage, bon, ce coffre-là, il est plutôt logeable pour sa catégorie, c'est plutôt bien sans plus, c'est moyen bien. Tu peux évidemment baisser les deux banquettes pour rajouter du volume et charger encore plus de trucs. Et moi, je m'attendais à, on est quand même en présence d'une voiture électrique, je m'attendais à ce qu'il y ait un coffre à l'avant, le fameux frunk. Et bien malheureusement, sur cette R5, il n'y en a pas. C'est le moteur qui est à l'avant et il n'y a pas de place pour un coffre. Maintenant, ce qui serait pas bête, c'est de faire le trajet retour de cette même abbaye des Vaux-de-Cernay jusque dans la région parisienne vers les environs de Nanterre, dans ces coins-là, avec non pas le mode confort, mais le mode éco, pour voir s'il y a une vraie, énorme, grosse différence de consommation, surtout sur des zones aux alentours de, on va dire, allez, entre 50 et 110 à l'heure, comme on va refaire pour notre trajet de retour. Donc là, on est parti à 11,6 et on verra ce que ça donne au retour. Tu vas me demander, à très juste titre, mon grand, ça sert à quoi le mode éco et surtout, qu'est-ce que ça change au volant? Bon, alors ça sert à quoi? J'ai envie de te dire à faire des économies de carburant, donc à moins consommer. Du coup, logiquement, la réponse à la pédale d'accélération va être un petit peu plus tenue, un peu moins violente, un peu plus économe. Donc c'est le cas, là quand j'appuie sur la pédale, faut aller loin pour avoir une accélération importante. C'est normal, l'idée dans le mode éco, c'est d'avoir l'accélération la plus douce, tranquille, les mises en régime les moins folles possibles, pour gagner le maximum de kWh possible dans notre batterie, dans notre face, dans notre trajet. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le mode éco. Puisqu'on les a fait à l'aller, on va les refaire au retour, les fameux 17 tournants dans la vallée chevreuse que tout le monde connaît quand tu viens tourner par ici. Oui, c'est que t'es un vrai. Hop, on a beau être en mode éco, on se traîne, hein, très clairement. Voilà, c'est pas... Voilà, il faut vraiment y aller un peu plus profondément dans la pédale, encore une fois, pour avoir un peu la substantifique moelle de cette voiture. Mais quelque part, je me demande si au-delà de la blague d'essayer de faire du dynamique en éco,
bah c'est pas dans ce mode-là que la R5 est la plus agréable encore, parce que c'est là où on a encore plus de douceur de réponse à l'accélération, encore plus de douceur à la réponse de, tu sais, de ce petit frein régénératif qui est quand même assez présent, mais quand tu n'en as pas forcément l'habitude, bah, tu peux te retrouver un tout petit peu à conduire un peu comme ça. Beaucoup moins qu'avec d'autres bagnoles, je te l'ai déjà dit, mais quand même. Et là, en mode éco, tu peux enrouler tes courbes tranquillement, tu te remets des mises en vitesse juste ce qu'il faut. La voiture encaisse bien une petite courbe à 50, 60, il n'y a aucun problème, mais alors vraiment aucun problème. Cette courbe-là, par exemple, là, je la prends à 60, elle est un peu velue, hop, il n'y a aucun souci, quoi. Là, j'ai pas la sensation que la voiture se fasse déborder à aucun moment. Alors qu'en mode confort, voire en mode sport, oui, là, tu peux commencer à toucher les limites des pneumatiques et des trains roulants au sens large du terme de cette voiture. Donc le mode éco, ne te fous pas trop de sa gueule, même si c'est un peu un veau en montée. Donc là, il faut appuyer fort pour y aller. Ne te fous pas trop de sa gueule, parce que globalement, c'est possible qu'il te serve beaucoup plus souvent que tu ne le crois. On va profiter de cette belle ligne droite totalement déserte. J'ai personne devant hyper loin et j'ai personne derrière pour faire un test de freinage de la R5. On va se lancer aux alentours de 80, voilà, 58, 63, 67, 70. Et on va prendre les freins très fort pour voir comment se comporte la voiture. Je suis à 82. Ok, waouh. Alors ok, on avait une chaussée qui était un petit peu pleine de terre, de gravier. Je suis entre deux champs, tu m'excuses, mais c'est pour avoir au moins une route à peu près déserte et sans trop de danger autour de moi, là, tu vois l'idée. Donc forcément, ça dérapouillait un petit peu. Mais ce qui était très intéressant de remarquer, et je crois que ça s'est vu, la voiture, bah, elle freine fort, hein, elle se met bien sur ses appuis, et surtout deux, elle n'a pas de tendance à partir un poil encrabouillé, comme ça peut être le cas sur quelques voitures électriques un peu trop lourdes parce que le transfert de masse est conséquent. La question que tu vas te poser dans la vie de tous les jours, en tout cas quand tu seras en condition urbaine ou périurbaine, c'est est-ce que les bouchons, c'est toujours aussi relou, toujours aussi chiant, pardon du mot, mais c'est vraiment le cas, en R5? Bah ouais, désolé. Les bouchons, c'est toujours aussi chiant. Alors avec un petit bémol positif pour la R5, qui est, comme tu le sais maintenant, très bien une voiture électrique, et comme tu le sais très bien aussi, qui est une voiture électrique douce. Et dans les bouchons, bah ouais, ça mine de rien, c'est très appréciable parce que bah on se remet tranquillement en vitesse, on n'a pas besoin de freiner comme un bourrin, on n'a pas besoin de, tu vois, voilà, de faire l'accordéon. Bon, ça reste toujours aussi infernal parce que bah c'est long, hein, mais c'est pas infernal dans le sens où c'est pas désagréable, en tout cas physiquement pour toi. Voilà, on est revenu au point de départ de ce trip urbain, périurbain. J'aime toujours autant ce mot périurbain, donc on va pouvoir un peu connaître la consommation. Alors pas de tout le trajet, ça c'est un petit défaut de cette R5, c'est qu'elle ne dispose pas, tu sais, d'un trajet A ou d'un trajet B. En tout cas, moi je les ai pas trouvés. S'ils existent, dis-les-moi en commentaire, je serais un gogol, mais c'est pas nouveau, ça ne changera pas. Donc là, bah, j'ai dû remettre à zéro, tu l'as vu il y a quelques instants, pour connaître la consommation en mode éco de notre trajet qui a fait un petit peu plus de 46 km pile poil. Donc tu vois, on a tourné sur une boucle aux alentours de un petit 100 km. Et notre consommation, bah tiens, je vais te la montrer en direct. Schtack My Driving. A priori, elle est de 12,6. Ah bah non, elle est de 14,4. Il y a un truc que je capte pas là. Regarde, je te le remets. Je me mets en My Driving. Donc ça, c'est... Tu vois, il me dit consommation 12,6. Et là, j'ai 14,4. Et est-ce que c'est la même chose à l'écran? Ouais, 14,4 kWh. Ça me paraît très étonnant parce que le mode éco, normalement, c'est le mode qui te fait consommer le moins. Mais alors peut-être qu'il y a une explication à ça, c'est que le mode éco aussi, c'est le mode qui demande le plus quand tu accélères. Alors, j'ai pas fait beaucoup de folie douce, hein. J'ai roulé, comme je te le disais, aux vitesses totalement légales. Et tu le vois, les courbes de conso, elles sont plutôt normales. Bon là, je pense que c'est la montée de la côte que j'ai fait il y a quelques temps. Mais à part ça, je capte pas pourquoi ça fait 14,4. Donc... je crois qu'on était à 11,6 à l'aller, même si j'avais fait un tout petit peu plus de ville. Bon, ça devait jouer à 5 km près, tu vois, c'est pas non plus gigantesque. Là, encore une fois, 14,4 quoi, mais c'est énorme. Enfin, c'est pas énorme, mais je m'attendais à une différence beaucoup plus importante en faveur du mode éco
Plutôt que, bah, tu vois, je te le montre là, hein, que je suis en mode éco, j'ai pas bougé. Bon, c'est assez étonnant. On l'a vu, cette R5 en ville est du genre redoutable. Par contre, avec une voiture qui démarre à partir de 30 000 €, on n'a quand même pas envie de la cantonner à un usage unique, type citadin ou urbain. Encore plus avec notre version iconique qui émarge largement au-delà des 37 000 €. Parce que ouais, c'est un sapin de Noël avec toutes les options. Du coup, est-ce qu'on peut se faire notre désormais traditionnelle boucle entre la région parisienne et Le Mans, notre boucle autoroutière, sans trop de soucis? J'avoue, ce qui me fait un peu peur avec cette R5, c'est sa capacité de charge rapide qui est limitée à 100 kW au maximum. Est-ce que ça va pas être un peu juste? Bah tu sais quoi, je vais me sacrifier pour toi et je vais faire le test maintenant. À l'inverse de notre trajet urbain et périurbain, on va utiliser évidemment les capacités du planificateur intégré de la R5. Donc tu sais quoi, regarde, je vais appuyer sur le bouton vocal et je vais demander à l'assistant Google d'aller là où on veut. Guidage vers station Electra Le Mans. Hop, tu vois, elle a trouvé assez rapidement, donc on va à cette fameuse station Electra. Encore une fois, j'ai pas d'action chez Electra, je sais que c'est juste une station qui marche fort et qui délivre une puissance de charge suffisante pour cette voiture-là. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit très exactement qu'on va mettre 2h25, hein, on a 205 km à faire, on arriverait a priori avec 15%. Non, non, il y a évidemment une petite recharge au milieu. Et ça nous dit donc évidemment qu'on aura une première recharge après 1h26 de route et 128 km. À une NJ, on devra faire 15 minutes de charge. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que là, tu vois, on part avec 100% de batterie. C'est marqué ici, je l'ai rechargé à la maison. Il n'y a pas de souci, je l'ai rechargé hier, j'avais 80% de batterie et en une nuit de charge, tu prends le 80-100%, il n'y a pas de problème sur une prise domestique de 2 kW. Hein, okay, donc j'ai repris les 100% pour ce trajet-là, hein, parce qu'on part avec 100% quand on fait l'autoroute, hein, on me le dit souvent, il faut faire 100%. Ok, ça nous donne une autonomie à 100% entre 367 km quand on est en ville et tu le vois, 224 km quand on est sur autoroute. Donc je me demande si le planificateur intégré, il n'est pas un peu pessimiste. Allez, c'est parti. Les petites conditions de notre essai, des conditions météo de notre essai, elles sont pas hyper favorables à l'électrique au sens large du terme. Il fait 9 degrés, tu vois, on est en novembre, très exactement au moment où je te parle. Donc non, oui, il faudrait avoir les 15 degrés, gna 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 gna. Bah, je suis désolé. Moi, dans la vraie vie, je roule pas avec ma voiture quand il fait pas 15 degrés ou au-dessus. Je roule tout le temps avec ma voiture, y compris si c'est une voiture électrique. C'est le cas aujourd'hui. Autre détail de notre trip, je ne vais pas le faire en mode éco, je vais le faire en mode confort. Parce que, bah, à l'aller, j'ai envie de le mettre en mode confort pour voir la conso globale de notre essai. Et évidemment, je vais faire aussi un truc dès à présent que j'ai pas encore fait. C'est pas bien. Je vais remettre les compteurs de consommation à 0. 1, 2, 3, j'appuie sur le petit bouton au milieu là. On avait 14,9 d'affiché, là on a 0. Voilà, on vient de finir notre toute petite portion citadine pour filer sur la fameuse N118 qui monte un petit peu. La consommation en ville, alors je descendais une côte, j'ai pas fait de l'éco-conduite de dingue et tout le tralala, mais j'étais en dessous des 13 kWh au 100. Donc ça c'est quand même pas anodin, encore une fois de le signaler. Cette voiture-là en ville, elle est redoutable et surtout en mode confort. On l'a vu sur le petit trajet citadin, le mode éco, c'est bof bof. Enfin, à mon sens, c'est pas le mode le plus justement éco. On verra sur l'autoroute si c'est le cas. Au passage, et comme dans tous les trajets, en particulier autoroutiers que je fais avec des voitures électriques, si tu es habitué de la chaîne, tant mieux. Si tu ne l'es pas, n'oublie pas de t'abonner au passage, c'est quand même pas dégueulasse parce qu'il y a plein de petits tests de voitures électriques comme celle-là qui vont débarquer ou qui ont déjà débarqué, donc peut-être ça peut t'intéresser. Pour info donc, non, je ne roule pas à 110 sur autoroute, je roule aux vitesses légales, à savoir 130. On vient de filer de la région parisienne, pour le coup, là on arrive vraiment dans les environs de l'entrée de la 10, parce que ça va être à peu près par là qu'on va aller. Et en gros, là on a fait une petite trentaine de kilomètres, 28,7 très exactement au compteur, et ça nous affiche une consommation moyenne de 14,7 kWh au 100 km. Alors évidemment, hein, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes les chiffres que je te donne, parce qu'ils sont très spécifiques au trajet que je suis en train d'emprunter moi, mais ils sont pas inintéressants parce que ce trajet-là, il nous fait emprunter un petit peu de ville, un petit peu de route à 90, puis 110. Là, tu vois, on est de nouveau à 110, donc on peut établir quelque chose. Puis en plus, c'est un terrain qui est assez accidenté. Il y a quand même pas mal de grosses montées, des belles descentes pour reprendre un peu de jus. Donc ça te donne une idée quand même assez, pas inintéressante, de la consommation périurbaine, on va dire, encore une fois, de cette voiture. Donc 14,7, on est quand même sous les 15 kWh au 100 et on était en dessous des 13 en ville. Je suis sûr qu'on peut faire évidemment beaucoup mieux, mais ça reste quand même des valeurs pas inintéressantes du tout. Tiens, maintenant qu'on est enfin lancé à 130, on va vérifier
justement, si à 130 compteurs, on est à 130 GPS. J'ai ma petite appli Waze qui va bien. Là, je suis à 129 au compteur et à 126 GPS. Donc, on peut accélérer un petit peu. On peut aller se caler. Donc, je me mets à 132, 133, 133, 130, pile poil. Donc, ce sera 133 notre valeur de référence pour avoir une consommation établie à 130. Vu qu'on approche d'une petite barrière de péage, l'un d'entre vous m'a posé une question très pertinente, ou du moins très rigolote, sur mon Instagram, l'Instagram de En Roue Libre Auto. N'hésitez pas à aller jeter un œil parce que de temps en temps, je poste quelques petits contenus rigolos, des petits trucs en plus. Et je vous pose des questions. Et la question qu'on m'a posée à propos de cette R5 E-Tech, c'est est-ce que quand la barrière de péage se lève, c'est mieux ou non qu'une M3 Touring? Bah, tu sais quoi? À toi qui m'as posé cette question, c'est maintenant qu'on va y répondre. Je me suis mis en mode sport, hein, évidemment, tant qu'à faire. La barrière de péage s'ouvre et attention, c'est parti! Alors, oui, ça pousse, enfin ça tracte, puisque c'est une traction, mais non, c'est quand même pas aussi dingo qu'une M3 Touring. C'est sympa, franchement, c'est juste linéaire ce qu'il faut pour te ramener tranquillement, hop, aux vitesses légales de 130 à l'heure sans te traîner. Mais non, on n'a pas le même genre de sensation qu'avec une M3 Touring. D'ailleurs, si tu veux en savoir beaucoup plus sur cette BMW complètement starbée, qu'en plus j'ai mis sur circuit avec un copain pilote qui s'appelle Julien Jedet, je te remets la vidéo par ici. Voilà, on a passé la fameuse barrière de péage de Saint-Arnoux, on est lancé sur la 11 qui va nous emmener jusqu'au Mans. Là, pendant un bon 70 km, puisque dans 71 km, le planificateur intégré me fait arrêter. Ça m'étonne un peu parce que plus je roule, plus il me dit que je vais arriver avec beaucoup de batterie. Là, je devrais arriver à 42% de batterie. Ça m'étonne un peu. Bon bref, c'est un autre débat. Je vais faire un truc que je voulais faire, à savoir, je vais remettre à zéro le compteur de gestion, enfin de mesure des kilowattheures qu'on consomme maintenant. Parce que l'idée, c'est d'avoir une consommation établie à 130. Là, on est à 133 compteurs, donc 130 GPS. Et je vais me remettre à zéro. Là, on était à 17, et des bananes. Je me remets à zéro à partir de maintenant. Ping! Voilà, on est à zéro. Maintenant qu'on est enfin stabilisé à 130 km/h GPS faisant foi, on peut juger maintenant du niveau sonore sur autoroute que va nous donner notre chère petite R5. On l'avait déjà vu, niveau des bruits de roulement, ça va. C'est pas scandale, on n'entend pas grand chose en vrai. Par contre, on entend un petit peu de bruit d'air. C'était déjà le cas aux alentours de 110. Là, à 130, t'as des bruits d'air à cause des rétros. Mais globalement, c'est pas scandaleux du tout. L'ambiance sonore est plutôt agréable. C'est pas une espèce de four qui résonne dans tous les sens. On n'entend pas la route de dingue. Tu sens que les vitraux sont assez épais. Tiens, regarde, je vais ouvrir la vitre. Et quand on la ferme, tu vois, ça va quoi. Évidemment, t'entends pas de moteur puisque tu es dans une voiture électrique, donc t'entends forcément un petit peu la route, un petit peu les bruits d'air, un petit peu plus les bruits d'aéro. Mais très sincèrement, faire 400 km avec cette voiture-là, tu ressors pas avec une tête comme ça. Donc à ce niveau-là, on confirme. D'un point de vue acoustique, la R5, voilà, elle fait le job. Et d'un point de vue confort aussi, elle continue de faire carrément le job, en particulier sur autoroute, là où la route c'est un vrai petit billard, tu vois. Parce qu'encore une fois, on se retrouve avec des suspensions qui sont ni trop fermes ni trop molles, et avec ces assises qui, je sais pas moi, je les trouve vraiment agréables. On est bien dedans, elles sont pas trop molles, elles sont pas trop dures, elles sont dans un bon entre-deux. On est bien maintenu au niveau du buste. J'aurais aimé être un tout petit peu plus maintenu au niveau des gambettes, mais bon, ça c'est une préférence perso. Mais globalement, d'un point de vue confort, j'ai trouvé ma position de conduite, je suis bien, je suis calé, tout va bien. Et il y a un autre truc qui joue énormément dans le confort de conduite, on va dire un peu plus longue distance de cette R5 E-Tech, c'est ces aides à la conduite. Eh ouais, on a un assistant de conduite, on a un régulateur adaptatif et puis on a un lane assist qui est plutôt pas mal foutu. Parce que regarde, tiens, je vais faire un peu exprès, je vais me remettre sur la file de droite et je vais lâcher un peu le volant, histoire de voir comment la voiture réagit. Eh ben, elle a repéré les deux lignes de chaque côté et il n'y a pas de souci. Bon, alors après, il ne faut pas lâcher le volant trop longtemps, ce qui est normal, c'est un peu un truc de sécurité, mais là, tu vois, j'ai pas du tout les mains sur le volant, la voiture, elle s'excite pas du tout. Hein. Là, elle vient de me mettre un petit avertissement, garder les mains sur le volant. Donc, tu vois, quelques secondes, mais c'est pas du tout scandaleux et tu peux
pas farfouiller parce que c'est pas bien, mais tu peux quand même lâcher ton volant quelques instants pour te gratter le nez ou faire comme ça. Si tu as envie, il n'y a pas de souci. Et ce qui est chouette aussi avec ce régulateur adaptatif, c'est que tu vois, là j'ai la gestion de la distance la plus faible par rapport à la voiture de devant. Et quand on arrive justement dans cette zone-là et qu'une voiture va nous ralentir, la voiture n'a pas tendance à mettre un énorme coup de frein. Donc là, la voiture de devant, elle est à quelques kilomètres en dessous de moi. Et ce qui est chouette, c'est que dès que tu mets ton clignotant et dès que tu te mets en position doublée, boum, la voiture reprend sa vitesse normale. Il n'y a pas vraiment de latence. Tu vois, sur certaines voitures, je me souviens des Tesla, de la Model 3 en particulier, il y avait un énorme coup de frein et le temps que la voiture se décale et qu'elle se dise « Ok, je peux repartir sur ma vitesse initiale », il se passait un peu de temps, quoi. Et c'était un peu violent. Là, c'est hyper doux et c'est très agréable. Et ça aussi, ça participe grandement au confort de conduite global, surtout sur autoroute, de cette R5 e-Tech. Il y a un truc très cool avec lequel j'avais pas encore fait beaucoup joujou, c'est le fait qu'on puisse changer l'affichage. Tu vois, qui est juste sur l'écran qui est devant toi. Tu appuies sur le petit bouton qui est juste à droite du volant, là, tac, avec les espèces de petits dossiers, tac. Tu appuies dessus, tu as une petite animation et tu peux te retrouver soit avec juste les informations justement de ton régulateur adaptatif pour voir si tu es plus ou moins loin des voitures. Hop, tu appuies dessus, tu peux avoir juste des infos toutes simples, genre le kilométrage, à combien de kilomètres heure tu es. Là, je suis à 133 pile poil, tu as les infos basiques qui vont bien. Ça, c'est plutôt chouette aussi, elles sont relativement lisibles, c'est en plein cœur de ton écran. Et ça, si tu veux, il n'y a pas de souci. On peut changer aussi en ayant juste des informations sur éco, charge ou power, tu vois, donc en gros si tu es plus ou moins économe quand tu appuies sur ta pédale d'accélération. Perso, c'est pas l'écran qui m'intéresse le plus. Par contre, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui nous permet d'avoir le GPS sur l'écran central. Ça veut dire que tu peux avoir le GPS sur l'écran central et carrément autre chose sur ton écran un peu plus principal. Et alors moi, il y a un truc qui m'étonne un peu par rapport au planificateur. C'est que quand on est parti, il nous disait que quand on allait arriver à notre étape, il y a une petite station NJ, je crois, à notre étape, on aurait aux alentours de 35% de batterie. Et plus on roule, là, depuis tout à l'heure, plus la voiture est en train de recalculer, mais à la hausse. Là, on arriverait avec 44% de batterie. Donc je me dis 44% de batterie, non mais attends, on est en dessous des 50%, 52 kWh, attends, là j'ai combien de kilomètres d'autonomie en gros, ça me donnerait très exactement, là il me dit sur autoroute, on aurait 142 km d'autonomie. Je me dis que dans 34 km, on doit recharger que 10 minutes. Logiquement, pour aller jusqu'au Mans, ça devrait passer d'une traite, non? Je crois que j'ai compris pourquoi le planificateur est aussi prudent et m'oblige à faire un arrêt de charge dans quelques kilomètres, là, pour à peine 10 minutes de charge. Tout simplement parce que la voiture est pré-programmée pour avoir un minimum de batterie à 15%. Et j'ai essayé de baisser le truc en disant non, mais moi je m'en cogne d'avoir 15%, c'est trop 15%. Moi je vais être en dessous de 10 pour avoir la meilleure courbe de charge. J'y arrive pas. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, l'arrêt qu'elle nous demande de 10 minutes, je pense très sincèrement qu'on peut s'en passer. Donc on va s'en passer. 1, parce que j'ai pas envie de m'arrêter 10 minutes pour pas grand chose. Et 2, parce que j'ai envie de toucher la meilleure courbe de charge possible. Donc être le plus bas possible quand on va arriver au Mans. Là, la voiture me dit qu'on arriverait donc avec cette station NJ nanani nanana dans très peu de temps là, avec 45% de charge de batterie restante. 45% quoi. Je veux dire, pour faire à peu près un peu moins de 100 km. Et là, très exactement, j'ai 175 km d'autonomie. Donc entre nous, je ne suis pas persuadé que ce soit trop joueur de se dire on va pas s'arrêter pour charger 10 minutes, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à cette station de recharge au Mans, et on arrivera certainement en dessous des 10%, mais c'est pas très grave, hein, on va le tenter comme ça, qu'est-ce que t'en dis? Tu vois, regarde, c'est ça dont je te parlais, le fait que tu puisses pas aller en dessous de 15%. Là, je peux gérer, tu vois, le max que je vais demander à la batterie tout à l'heure, en particulier à la pompe, je vais lui demander maximum 80, parce que bon, voilà, j'ai pas intérêt à être à plus que ça, en particulier sur un trajet autoroutier, puisque c'est vraiment l'idée de garder ce 10-80 qui est le plus efficace, là où on a la courbe de charge la plus avantageuse. Mais ce qui est embêtant, c'est que je peux pas lui dire, moi, le minimum, je voudrais qu'il soit à 10% ou en dessous, parce que je suis un foufou. La voiture, elle veut pas, tu vois, elle reste à 15%. Je peux pas aller plus bas, malheureusement. Attention, attention, la voiture va pas être contente, parce que la station qui s'approche, celle que tu vas voir dans quelques instants, c'est celle que la voiture nous demande de prendre. Voilà. Mais sauf que là, on arrive avec 48% de batterie. Il nous reste très exactement combien de kilomètres d'autonomie? 107 sur autoroute, 140 a priori, 196 maximal.
Bah voilà, tu vois, moi la station, bye bye, je la passe. Donc voyons voir ce que va nous dire le planificateur. Hop, il est en train de recalculer et nous dit qu'on va se recharger dans 27 minutes à 41 km. Bon. Nouvel itinéraire disponible, 14 minutes plus court, temps de trajet et de recharge inclus. D'accord, bah j'accepte. Hop. Sauf que là, il me fait arrêter à une Ionity. Et ça m'embête. J'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie de pouvoir rouler jusqu'au bout. Je suis sûr que je peux. Ha ha, dit-il en albanais. Nous venons de franchir une étape très importante de notre road trip autoroutier avec la R5, puisqu'on a passé 100 km pile poil à 133 GPS. Donc 130, non, à 130 GPS et à 133 compteurs. Et notre consommation est de 22,8 kWh au 100 km. Donc ça te donne une idée. Avec une batterie de 52 kW, donc bah, tu peux faire 200, 210, 220 km si tu t'excites un peu et si c'est un peu plus plat sur autoroute. Donc c'est pas scandaleux quoi, hein. C'est vraiment pas scandaleux, c'est même plutôt pas mal du tout. Nous voilà donc arrivés à cette fameuse borne Electra du Mans. Alors pourquoi je choisis toujours régulièrement cette borne? Parce que déjà, je connais bien cette boucle autoroutière. 2, je sais que ça c'est des bornes qui fonctionnent régulièrement très très bien et qui délivre une grosse puissance. 2 trucs intéressants à noter. 1, on est arrivé donc avec 14% de batterie. Donc ça veut dire que pour un trajet d'environ 220 km, on a utilisé 86% de la batterie. Et deuxième truc pas inintéressant, regarde, c'est sur le planificateur que ça se passe. Là, si on a besoin d'une autre borne, on peut voir que dans les environs, il y a un Lidl Charging à 7 minutes. Et hop, on peut voir quand même 2-3 trucs. Il y a une EasyVia pas loin aussi. Donc si jamais on a une galère avec cette borne-là, ce ne sera pas le cas, je te le dis direct, mais si jamais c'est le cas, tu peux quand même trouver assez rapidement une autre borne. Ça aussi, c'est rassurant dans un voyage au long cours et surtout en électrique, surtout quand on n'a pas trop l'habitude. Allez, on va se recharger maintenant. Bon, je te passe la phase de branchage qui n'est pas très intéressante. La phase de badgeage aussi qui ne l'est pas. 14% de batterie, voilà, ça y est, la charge commence. Et on prend 67, 80... 81, ça grimpe tranquillement. Voilà, ça fait à peine 30% qu'on prend déjà 80 kW. Donc la borne fonctionne très bien. Qu'est-ce que nous dit la petite bagnole à l'intérieur? Elle nous dit que pour arriver à 80%, il nous faudrait 29 minutes. Parce que moi, oui, comme tu l'as vu, j'ai gentiment préprogrammé le buffer maximum, enfin la visée que je cherche de maximum de batterie à 80%. Ce qui est chouette, c'est que là, on voit la puissance qu'on prend. Là, on prend 81 kW. J'ai pas la sensation qu'on va prendre le pic de charge. Là, 82, tu vois, on est à 16% de batterie. Donc peut-être qu'il aurait fallu être un peu plus bas encore en batterie pour avoir cette crête de charge de 100 kW. Bon, en vrai, c'est pas mauvais du tout, hein, parce que là, voilà, on approche des 25% de batterie et oui, c'est en train de grimper là. 96 kW à 26%. Ah, ça commence à m'intéresser. 97. Allez, vas-y, on va le toucher quand même, la crête de charge, là, ce serait trop cool. Donc là, globalement, cet écran-là, moi, il me plaît bien parce qu'il donne toutes les infos dont j'ai besoin. La puissance de charge que je prends, 97 kW, le pourcentage de batterie que j'ai récupéré, 30%, le kilométrage auquel ça correspond, 86 km, et le temps restant pour 80%, 24 minutes. Donc ça, c'est chouette. Il est 12h52, donc ça veut dire que dans pas longtemps, à 13h et des bananes, on va pouvoir repartir. Ça fait un tout petit peu plus de 14 minutes qu'on charge et on a déjà repris 20 kW de batterie. Donc quasiment un tiers de la batterie, à peu près ça, un petit peu plus d'un tiers d'ailleurs même. Là on est à 56% de batterie et ça nous offre une autonomie de 154 km et regarde combien on prend encore. Tu vois, à 56% de batterie, on prend encore 71 kW. Donc c'est quand même pas trop mal en termes de courbe de charge. J'ai l'impression que globalement la courbe de charge elle est assez, tu vois, elle fait des petits crêtes comme ça, des petits créneaux tranquillement, mais c'est pas une espèce de grosse descente de dingo. On approche tranquillement des 80%, là on est très exactement à 74%, ce qui correspond à une autonomie de 201 km. Il nous reste donc 4 minutes à charger pour arriver jusqu'à ces fameux 80% et on charge encore à 55 kW pour info. Ok, on arrive bientôt au bout de notre charge, donc on va aller rebadger pour arrêter la charge comme il faut. Normalement la charge va s'arrêter toute seule, mais pour enlever le connecteur, il va falloir qu'on se débrouille. J'ai envie de le voir tellement c'est beau. Voilà, 80%, tac, là c'est bon, en 28 minutes. Et 43 secondes, on a pris 34 kWh, et avec 1 kWh aux alentours de 0,49, ça nous fait une charge pour, on va dire, un peu plus de 16 €, on va dire 17 €, quelque chose comme ça. Et on refile. Non sans oublier de remettre la trappe, évidemment, le petit bitonio pour le CCS, et la grande trappe. Et allez, zou, on est reparti.
Alors on va reprogrammer une destination qu'on a connue il n'y a pas très longtemps. On va retourner au Vaux de Cernay parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire là-bas. Donc on va demander à notre assistant Google. Guidage vers abbaye des Vaux de Cernay. Tu vois que ça va relativement vite. Donc c'est... on va dire que c'est ça. C'est pas mal. 1h35 avec péage, 31% à l'arrivée. Alors est-ce qu'il faudra qu'on recharge quelque part? Ouais, a priori, il faudra qu'on charge à Gazville-Ouazidienne, je sais pas quoi. Détail du trajet, crac. Tagadec, votre position. Donc il faudra qu'on roule pendant 1h05. On arrivera avec 18% de batterie là et on chargera 14 minutes pour arriver au Vaux de Cernay avec 30% de batterie. Je pense même qu'on pourra charger un peu plus que ça. Bon, en fait, on n'est pas encore totalement reparti parce que mon bidon était en train de faire... Je me suis dit, bon allez, on va s'arrêter dans un fast-food du coin. Et le gros avantage du fast-food du coin, regarde ce que c'est qu'il a sa petite borne qui va bien. Donc au lieu de perdre mon temps à ne pas charger ma petite voiture, eh ben, je me suis dit, tiens, je vais me brancher, le temps de manger ma saleté, et ensuite de repartir. Donc là, écoute... je sais pas ce que ça donne, mais on va voir. Et vu qu'on a accès à une borne quand même de 150 kW, bah tu vois, j'ai reprogrammé le maximum de la batterie pour aller toucher le 100%, puisque bah, je sais pas, on verra. Hein. Et là, tu vois, il faut faire 20 minutes sur cette borne-là pour faire le 80-100. Bah pile le temps de manger ou le burger, quoi. Comme ça, on partira avec 100%, et peut-être qu'on pourra refaire le truc d'une traite. Bon bah alors du coup, bon appétit. Et puis tu le vois, ce qui est assez cool, c'est que le truc central, il est parfait pour les cornets de frites. Ouais, donc là, enfin, hein, franchement, vraiment de la Renault 5, on tape, un petit quart d'heure de manger, on se charge tranquille, et après on repart. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'on arrivera à toucher les 100% parce que on ne prend que 37 kW sur cette borne qui a l'air de marcher gentiment, hein, c'est pas foufou. Et du coup, tu vois, il nous faudrait quasiment une demi-heure pour faire 86-100%. C'est pas beaucoup, ça. Hein. Enfin, c'est pas la borne, hein, c'est la voiture qui ne prend que 36 kW. Je trouve ça un peu faiblard, et donc c'est un peu ce qu'on craignait. C'est-à-dire que le gap entre 80 et 100%, il est hyper long, parce que ça voudrait dire qu'en gros, on mettrait une demi-heure pour faire 80-100, et on mettrait une demi-heure pour faire 14-80. Donc tu mets quasiment une heure pour faire 14 à 100%. C'est un peu trop quand même. Tu vois, il nous faut encore 12 minutes pour arriver à 100%. On a 251 km de récupérer. C'est largement suffisant. Hein. Donc on va arrêter la charge tranquillement parce que 100%, on s'en fout complet. Allez, on a pris 8 kW en 14 minutes. Bon, c'est pas foufou, mais c'est pas mal. Et du coup, pas besoin de se recharger puisque comme tu le vois, on arrivera avec 15% de batterie. Et nous voilà repartis donc sur la fameuse autoroute qui nous a déjà accueillis à l'aller, on l'a fait au retour. Alors, je t'avais dit que je me disais ce serait peut-être pas bête de se mettre en mode éco pour le trajet du retour. Alors, on va pas le faire pour la simple et bonne raison que là, je suis à bloc et que le mode éco nous bride en vitesse maximale à 115 km/h. Donc, c'est un vrai mode éco, hein, dans le sens où, oui, tu vas économiser du carburant. Par contre, tu vas pas économiser du temps, hein. Et moi, le temps, c'est de l'argent, hein. Donc, il y a un moment, ça va, quoi. Donc, on va se remettre en mode, non pas éco, mais hop, confort. Comme ça, on va pouvoir se remettre à 130 et les bananes. Parce que quand on est sur autoroute, oui, monsieur, dame, même si on est en voiture électrique, on roule à 130, nom de Zeus. Non, pour ce retour, je ne vais pas remettre les compteurs à 0. Tout simplement parce qu'on a fait quasiment que de l'autoroute à 133 depuis tout à l'heure, donc depuis très exactement combien de kilomètres? Attends, je te dis ça exactement, parce que faut qu'on soit précis quand même. Exactement 158,1 km. Très objectivement, j'ai dû faire, 4 bornes depuis la sortie de l'autoroute jusqu'à la station de recharge, un petit coup au fast-food qui va bien, et retour sur l'autoroute, ça doit faire vraiment maximum 5 bornes. Donc je me suis dit, je ne vais pas remettre à 0, c'est un peu débile, ça va pas être totalement pertinent. Donc on reste sur le planificateur, enfin on reste sur ça quoi. Je vais garder mon compteur enclenché. Tiens, tu veux savoir combien nous ont coûté, puisqu'il y a eu 2 recharges, les 2 petites recharges qu'on a fait. Alors la grosse recharge, elle nous a coûté un peu plus de 20 €. Et la deuxième recharge, elle nous a coûté genre 3 balles et des bananes. Genre rien du tout. Le kilowattheure était beaucoup moins cher, genre 30 centimes ou 33 centimes, c'était un truc délirant quoi. Donc en gros, on a payé un peu moins de 24 € pour faire 230 km, quelque chose comme ça.
Oh pardon. J'étais en plein kiffance, enfin test de la sono interne de la R5. Bon alors je vais pas te le cacher, c'est un peu une petite déception cette installation hi-fi présente à bord de cette Renault 5 qui pourtant frise les 37 voire 38 000 euros pour le modèle d'essai qui nous importe là aujourd'hui. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus premium que ça. Ça reste un peu étouffé et surtout le son, tu as l'impression qu'il est très loin de toi, il n'est pas enveloppant du tout. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus premium que ça. Donc ok, tu peux régler là comme tu le vois par ici les graves, les médiums, les machins. Tu peux régler par rapport au volume de la vitesse, machin, bon bref. Mais globalement non, cette installation hi-fi de la R5, c'est pas au niveau attendu pour cette voiture-là. C'est-à-dire au niveau attendu pour une voiture de 2024 qui se veut quand même premium. Voilà, on vient tout juste de sortir de l'autoroute après très exactement 287,5 km. Et donc ces 285,7 km, quasiment 288 km, on les a fait quasiment exclusivement à 133 régulateurs, donc à 130 vitesse GPS faisant foi. Et donc la consommation sur autoroute de notre petite R5 s'établit à 23,5 kWh au 100 km. Je vais pas sauter au plafond, hein, c'est pas la grande folie, mais c'est pas non plus scandaleux. On va dire que c'est dans la moyenne un peu haute, à mon sens, pour une petite voiture aussi légère que celle-là. Ça reste une citadine, même si elle a une bonne batterie et qu'elle peut faire, on l'a bien vu, un trajet autoroutier sans trop se galérer, sans trop faire des pauses qui durent 3 plombs, mais sans faire des sauts de plus de 100 bornes à chaque fois. Mais quand même, quand on est au-dessus de 22-23 kWh au 100, pour une petite voiture comme ça, en 2024-2025, c'est quand même pas à se taper le cul par terre, quoi. Pardon d'être aussi trivial, mais il y a un peu de ça. Vous m'aviez posé pas mal de questions dans cette vidéo à propos de cette R5 et en particulier à propos de ses défauts supposés. Maintenant qu'on l'a roulé en long, en large et en travers, on peut y répondre beaucoup plus sereinement. Première question que vous me posiez à l'époque, de savoir si la taille des roues en 18 pouces sur tous les modèles de cette R5 était un petit souci au niveau de l'efficience. En gros, est-ce qu'on sacrifiait sur l'autel du dynamisme et du look l'efficience globale de cette voiture? J'ai envie de te répondre non. Étonnamment non, puisque j'aurais pu dire tiens, avec une taille de roue comme ça, enfin des roues aussi imposantes, on allait en particulier avoir des bruits de roulement assez importants, assez imposants, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas, y compris comme là sur autoroute, on a des bruits d'air mais on n'a pas de bruit de roulement. Après, côté efficience, c'est vrai qu'il faudrait peut-être tester avec des enjoliveurs peut-être un peu plus profilés pour voir s'il y a un vrai différentiel entre les jantes qu'on a là actuellement et des jantes peut-être un petit peu plus profilées. Mais en vrai, entre toi et moi, je pense que la différence, elle serait marginale. Deuxième question, est-ce que l'autonomie de cette R5 équipée de cette grosse batterie de 52 kWh est suffisante? Alors oui, largement suffisante quand tu as une utilisation urbaine à périurbaine, on s'en est rendu compte, avec une autonomie affichée aux alentours de 400 km quand tu es dans ce genre de trajet-là, relativement plat, avec plein de régénération, etc. Et puis pas des grosses mises en contrainte de vitesse trop longues. Oui, il n'y a pas de souci, cette batterie-là, elle t'obligera à faire peut-être, allez, je dis une bêtise, si tu l'utilises tous les jours dans ces conditions-là, peut-être 2 charges et encore, tu peux peut-être la recharger au bureau ou chez toi ou quoi aux caisses, ça passe crème. Par contre, oui, je te vois venir et t'as peut-être pas tort, sur des conditions autoroutières, ça peut commencer à paraître un peu juste, le fameux 220-230 km d'autonomie. Sauf que pour répondre totalement correctement à cette deuxième question-là, il faut aussi répondre à la troisième question. Et cette troisième question, c'est celle de la puissance de charge de cette R5. Ou plus exactement, est-ce qu'une capacité de charge maximale de 100 kW, ça permet de voyager relativement loin, même ponctuellement? On s'en est rendu compte, oui, ça peut te faire un petit dépannage sympa pour faire 200, 300 bornes, 400 bornes, 500 bornes même peut-être dans la journée. Parce que cette crête de charge de 100 kW, elle est pas inintéressante, mais ce qui est plus intéressant, et on s'en est rendu compte dans notre road trip, c'est que la courbe de charge de cette voiture, entre le fameux 10-80, qui est on va dire le ratio utile de la batterie, il est loin d'être inintéressant. Parce que passer une demi-heure à la pompe pour retrouver, on va dire, allez, un gros 210-220 km d'autonomie sur autoroute, c'est quasiment ce qui se fait dans la moyenne de cette catégorie-là. Donc c'est pas du tout inintéressant. Donc oui, une fois de plus, cette R5, elle tire son épingle du jeu
en particulier sur ce genre de conditions-là. C'est pas scandale, c'est pas foufou, mais c'est pas scandaleux. Par contre, ce qui est un peu plus scandaleux de la part de la R5, et c'est là où je trouve que elle est un peu limite sur certaines de ses motorisations et sur certaines de ses équipements, parce qu'en finition de base de chez de base, avec la petite batterie de 40 kWh et le petit moteur de 95 chevaux, cette R5 ne propose pas de charge en courant continu. Pourquoi c'est scandaleux? Parce que tout simplement, ça grève la polyvalence de cette voiture. C'est une voiture qui d'un seul coup, avec cette petite batterie et cette toute petite capacité de charge de 11 ou 22 kW, je sais même plus, tu peux pas l'emmener sur le trip qu'on vient de faire. C'est impossible, c'est injouable. Pour moi, en 2024, sur une voiture qui fait 25 000 € prix de base pour le modèle dont on parle, le modèle petite batterie, petit moteur, c'est pas normal qu'on n'ait pas au moins la capacité d'avoir un chargeur CCS à 22 kW. Même la Dacia Spring le propose en option. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Tu peux quand même te dire de temps en temps, tiens, j'ai besoin de faire un peu plus de 200 km dans la journée. J'aimerais bien me charger en moins de 4 heures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, la R5, dans son entrée de gamme, pour moi, elle est un peu scandaleuse et c'est un peu du foutage de gueule. Parce que pour moi, c'est des économies de bout de chandelle. C'est pas normal que même à 25 000 €, ça reste une somme, 25 000 €. Il n'y a pas grand monde qui peut se payer une bagnole électrique à 25 000 € aujourd'hui. Donc en plus, si ça devient une voiture à usage quasi unique, ça déconne, il y a un truc qui marche pas là-dedans. Vous me posez aussi une question assez pertinente sur le fait de se demander si cette voiture, cette R5 électrique, elle en faisait pas un peu trop justement sur tous les clins d'œil au passé, justement, de la Renault 5. Et alors, bon, je suis un peu d'accord sur ce côté un peu trop voiture doudou. Et en fait, je me demande si tous ces clins d'œil, ils sont pas quelque part un peu dangereux dans le sens où cette appellation R5 dans l'imaginaire collectif, ça fait appel à quelque chose qui est un peu aux antipodes de ce qu'est cette voiture-là, à savoir la R5 d'antan, c'était une voiture sympa, ce qui est aussi le cas de celle-là, mais accessible, un peu passe-partout, un peu épurée, un peu dépouillée, tu vois. Là, on est dans une R5 qui a clairement monté en gamme, qui clairement offre des prestations que la R5 d'antan n'offrait pas, et qui clairement aussi se grève des prestations un peu plus passe-partout, et un peu, on mettait tout un tas de trucs dans cette bagnole, d'antan, la R5 d'antan, que dans celle-là. Et tu vois, moi, cette montée en gamme et surtout le prix, je pense que ça peut en refroidir certains. Et ce qui peut finir de refroidir certains d'entre vous par rapport à cette R5, c'est justement son tarif. Et la question, l'une des questions qu'on se posait au lancement de cette Renault 5, c'était justement, est-ce que elle n'est pas beaucoup trop chère par rapport à ce qu'on attend de cette voiture-là? Et là encore, la réponse, elle est un peu double. Un peu oui et un peu non. Oui, parce que sur le marché, aujourd'hui, on a quand même accès à des voitures autrement mieux achalandées en termes de batterie, autrement plus efficientes, même autrement plus grandes, spacieuses, logeables. Coucou Tesla, coucou MG, coucou BYD. Oui, il y a quand même une offre de voitures électriques aujourd'hui qui, pour un tarif à peu près équivalent à ce haut de gamme qu'on a dans les pattes, à savoir 37 000 €, je le rappelle, offre des prestations globalement beaucoup plus importante. Et non, dans un autre sens, elle n'est pas si chère que ça, vu globalement les prestations que cette petite citadine compacte, je le rappelle, propose. Il y a quand même très peu de voitures sur le marché qui proposent les technologies V2L, tu sais, véhicule to load. Ça veut dire que la voiture est capable, schlung via un adaptateur, de charger n'importe quel appareil électrique. Et aussi, cette capacité qu'a cette voiture-là de faire du V2G, du Vehicle to Grid, c'est-à-dire qu'avec la bonne board Mobilize, avec l'abonnement électrique d'électricité qui va bien, ta voiture, elle devient une espèce de stock d'énergie que tu peux renvoyer dans le réseau global d'électricité et ça peut te faire gagner de la thune. Donc mine de rien, ça c'est pas anodin parce que ça représente une certaine forme d'avancée technologique qui pour une petite voiture comme ça est loin d'être inintéressante. Et globalement, on va se le dire aussi, elle est attachante, elle est hyper bien foutue et elle est mignonne cette voiture. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, c'est vrai, mais t'en as quand même pour ton argent. Je vais pas te le cacher, j'attendais vraiment cette R5 électrique au tournant, surtout après l'énorme vague de nostalgie sur laquelle elle s'était mise à surfer depuis son lancement. J'avais vraiment peur que toute cette débauche de nostalgie de l'ancienne version de la R5 ne vienne gréver les qualités intrinsèques de cette voiture-là. Alors non, c'est vrai, cette R5 électrique n'est pas totalement parfaite. Son prix va faire grincer des dents la plupart des bourses d'entre nous et les plus réfractaires d'entre vous à l'électrique trouveront son autonomie clairement trop juste. Par contre,
Moi j'ai trouvé que cette voiture-là était agréable à mener dans tout un tas de conditions différentes, y compris sur autoroute, parce qu'on s'est rendu compte que oui, si on a la grosse batterie, on peut quand même faire quelques kilomètres sans trop prendre de temps à la borne de recharge. Et ça, c'est plutôt appréciable. Bref, on peut enfin répondre à l'épineuse question qu'on se posait en début de cette vidéo, à savoir, est-ce que cette R5 est un raté ou non de Renault? Eh bien la réponse est plutôt non. Par contre, si cette R5 ne t'a pas totalement convaincu et que tu recherches encore une petite citadine 100% électrique, eh bien je n'ai pas une, mais bien 2 vidéos à te proposer. Il te suffit de cliquer juste par ici, comme ça tu pourras comparer entre les offres des concurrents et cette voiture-là. A tout de suite.